recroquevillé, ankylosé, dans un bocal en verre, épais le bocal. Ma respiration, lourde, pénible, opacifie ma prison d'un voile de buée. Du juste bout des doigts, à moitié raide, gelé, entravé, j'efface en sillon maladroit, déformés et déformant un peu du tissu de cette humidité qui exude de moi à chaque expiration douloureuse et interpose sa brume pudique comme pour me cacher la vérité du monde. Mais voir, n'est-ce pas? Voir, savoir qui, comment, pourquoi? Savoir toujours, même s'il faut en crever de désespoir. Même si c'est pour assister à la 100 millionième de ce triste spectacle, encore et encore jouer, rejouer, surjouer, car c'est bien un jeu puisqu'il y a des gagnants et des perdants. Je colle mon nez, pour mieux dire je l'écrase, à la surface pisseuse de mon cylindre ergonomique et démocratique. Ah si, je vous assure, ergonomique sans conteste, à taille humaine, laissant pénétrer ce qu'il faut d'un peu d'air à peu près respirable, avec juste assez d'espace pour se bouger les os, mais de toute évidence conçu pour que le sujet ne puisse prendre son élan et ne tente, en se jetant dessus, d'éclater la paroi et ne se blesse à ce jeu stupide et irresponsable du chat, de la souris et de la liberté. Et démocratique, et combien, qu'on se le dise. J'écrase, librement donc, mon nez à la surface pisseuse de mon bocal. La dégoulinure permanente de ma buée tiède trouble assez ma vision, mais quand même à m'arracher les yeux à force de vouloir, je finis par percer leurs épaisseurs sombres. Car il est sombre leur monde, comme ces fourrés, ces caves humides où l'on trame. Des bocaux, par milliers de millions, alignés, numérotés, à longueur et longueur d'étagères infinies, autant que je puisse voir. Au-dessous de moi, très loin, très profond, au pied de centaines de rangées monotones, un grouillement infect de bêtes qui rampent, des hordes de rats bruns, noirs, aux yeux fauves, se disputent âprement, farouchement, des bribes d'autres mois sur un tumulus de bocaux brisés. Un rayon de lumière rouge projeté par moments, qui sait d'où, dans un souffle de forge, donne à voir furtivement ce carnage. Dans les bocaux les plus proches du mien, comment puis-je dire mien, celui qui me contient serait plus juste, je distingue, pliés, accroupis comme moi, immobiles, lugubres, les yeux perdus dans le vague infini de l'ombre, des êtres me ressemblant, décharnés pour les uns, bouffis pour les autres, mais tous bleuâtres, d'une consistance molle de bougie refroidie. Suis-je bleu aussi? Ai-je l'air d'avoir fondu de l'intérieur, comme ceux-là qui m'entourent et m'effraient surtout? Tous égaux, tous des bougies mortes dans un bocal hermétique, tous pareils. Un numéro unique, lui, pour seule différence, pour seule identité. Égalité, ça s'appelle. Tous égaux, tous embocalisés, stérilisés peut-être. Sommes-nous tous passés au stérilisateur thermique, à l'ébouillantement généralisé et impitoyable, au rayon purificateur et castrateur de quelques lampes de la rédemptitude universelle? Un frisson, un soupçon, une angoisse, un cri muet. Y a-t-il encore quelque chose de vivant en moi? Un gène, un germe, un rien, une vieille larme oubliée au cœur d'une glande sèche? Sûrement, sûrement, puisque j'y pense, puisque j'ai eu peur. Peut-être y a-t-il eu erreur dans la manœuvre, pas assez cuit, pas assez longtemps, pas assez irradié, pas assez violemment. Et les autres à côté qui ont l'air figés, aux yeux vides, perdus, cuire à ta cuit, ionisés jusqu'au cœur. Suis-je une exception? Un rescapé? Un accident de cuisson? Mais alors, ceux-là, en bas, sur le tas grouillant de rats, des ratés aussi de la manipulation, des pas bien saisis, des pas bien castrés, des porteurs de germes comme moi? Vais-je les rejoindre? Serais-je précipité aussi? Et quand, dans le gouffre irrémédiable, jeté aux appétits éradicateurs des hordes affamées des poubelles à pâtes? Démocratique, on vous dit, chacun a droit à un destin,
ceux stagnant encore un peu là-haut sur les étagères, et les autres, les ratés, les mal cuits, les pathogènes, les viciés, les vicieux, en bas, avec les rats. Même les rats ont droit à un destin. Secoue-toi, mec, secoue-toi. T'es encore là, sur l'étagère, dans un bocal pisseux, opaque, glauque, certes, mais en haut, sur l'étagère, pas en bas, pas encore, avec les racleurs d'os. Et vivante, enfin viable, enfin faut croire, puisque t'as peur, puisque ton corps cogne comme un malade et que ça résonne blang, 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 à tes oreilles pas mortes, elles non plus. Démocratique, on vous dit, puisque malgré tout, je suis là, avec mon cœur qui bat, et qu'ils auraient pu le faire taire, mon cœur. Trouillifié, accablé, mais vivant. Chamadeux, mais vivant. À l'envers, mais vivant. Et puisque t'as de la chance, t'es encore là, dans ta buée, tes cauchemars, tes visions d'apocalypse, mais t'es là encore, avec ta pétoche, tes boyas crispés, tes diarrhées de trouillard, mais t'es là. T'as la chance, si c'en est une, d'être encore là. La chance, c'est ça aussi la démocratie. C'est marrant, c'est bizarre que ce mot me résonne, m'envahisse dans ma bulle intimée, alors que rien dans ce que voient mes yeux ne peut donner corps à ce fantôme. Mais d'où vient-il d'ailleurs cet ectoplasme? Qu'a-t-il à rôder, omniprésent dans mon cerveau de bougies fondues? Qu'a-t-il à me tarauder dans mes songes de troglodytes? Ce mot qui n'a pas de sens dans la sointance et l'opacité et la rétention qui m'oblige à n'être qu'un cœur sourd, qui s'affole, qui me déchire la poitrine, le ventre, l'âme et tout le reste. C'est-à-dire pas grand-chose, mais encore trop peut-être. Comme je ne saurais décrire de mémoire toutes les gouttes d'air que j'ai respirées dans ma vie, alors qu'elles durent être de toutes sortes, des fraîches, des lourdes, des parfumées, des délétères, des soporifiques, des enrageantes, en tout cas vivifiantes, puisque j'ai survécu accroché à leur chaîne, en tout cas assassine, puisqu'alimentant les feux qui me rongent, il ne me vient à l'esprit aucune image sublime, aucune vive lumière, aucun souvenir d'un quelconque feu d'artifice jeté avec ostentation à la face du monde de la fulgurance active de ce mot, de ce concept dont j'ai comme en écho l'impression douloureuse qu'il me fut rabâché, remâché, martelé, confisqué, grimé. Démocratie. Démocratie. Le voilà, échappé à l'instant de la ranimation d'une bougie molle et mourante dans le froid d'un bocal, semblablement contraint à 100 millions de bocaux contraints à longueur infinie d'étagères qui sont l'ossature du monde. Et le mot muet que je n'ai même pas murmuré se déchaîne en échos sourds, rebondissant aux parois lisses de ma cloche de verre, me traversant les chairs, les osselets surtout, qui s'entrechoquent comme 1000 grelots, comme un essaim de mouches pris au piège d'un pot de fer. C'est qu'il veut vivre, lui, de toute sa force de mots sublimes, de toute son ardeur de vrais mots d'homme. Il lui a suffi que j'ouvre inconsciemment la porte à des sensations enfouies de mes airs barbares, pour que le voilà, gigotant, vrombissant, se jetant fougueux à la silice infranchissable. Mais maquillé, mais travesti le pauvre, mais peinturluré comme un carnaval de comédia, mais enrubanné, enturbané, ligoté, encamisolé, et si étroitement serré qu'à chaque rebond à la face inerte du verre, le voilà secoué, flageolant au fond du récipient, reprenant courage, se détendant à nouveau pour se jeter encore et encore à l'assaut de la congélation universelle. Mais il s'essouffle. Mais il s'épuise dans cette lutte-là, pris, retenu, englué dans une gangue de stucs, de tuffeaux épidermisés d'un épais latex fluo, momifié vivant dans un ruban tricolore et officiel. C'est cela, c'est donc cela.
révélation à l'âpre révolte de ce petit être qui hurle sa vérité, sa réalité, jusqu'à s'évanouir groggy à mes genoux. Il l'est, il pourrait être, il voudrait être, il devrait être l'avenir même, l'avenir déterminé de l'humanité. Et on le martyrise, on le ratatine dans l'habit usé et rapiécé d'un polichinelle de soir. Et on le grime d'un sourire de carnassier, et on le chausse de bottes à chenilles, et on lui donne à fredonner pour entraîner la marche robotisée et lobotomisée du troupeau, des refrains éternellement épongés et ressucés aux flaques bourbeuses des latrines du monde. Silence à nouveau dans mon pot à confiture de bougies mourantes. Plus que ma petite respiration de pâte visqueuse ramollie et mes doigts écrasants, repoussant le voile de buée. Ça dure, enfin cesse, ça a l'air d'être de tout jamais en boucle. Un bocal quantique, digérant, déglutissant, regurgitant, mâchant et remâchant sans cesse cette bulle de verre et le petit moi, le petit Bernard l'ermite bougifié qui y végète avec ses réminiscences de mots martyrisés. Tel semble mon espace-temps, l'osmose de l'homme que je suis avec les contingences incontournables, obligatoires et librement consenties du fait sociétal de la bocalisation. Et tous les bocaux, sur toutes les étagères, à perte de vue, à perte d'espoir, des bulles quantiques, des bulles de vie contenues, restreintes, entravées, jetées vives aux océans, démontées aux océans, parce que démontées parce qu'océan, démontées dans l'immobilité. Rien ne bouge, ne se déplace, c'est une tempête d'apparition et de disparition. D'être ou ne pas être, ou ne plus être, ou les trois à la fois, avec toujours au cœur ces sentiments confus de brûler, de vivre, de se consumer d'espoir, mais aussi, surtout, de négation de soi, d'inexistence patente et lourde pourtant de désespérance. Une alternance d'état, de non-état entre le vide, le creux, l'absence, la négation et la masse de plomb, la tare insoulevable, la densité ultime de la douleur inconsolable. Comment exiger d'être vu, d'être reconnu, quand ma propre existence n'est pas démontrable, identifiable, authentifiable à mes propres yeux? Ceci étant valable pour les millions de bougies molles et éteintes dans ces millions de bocaux inabordables, impénétrables, inquantifiables, intemporalisés. Démocratie maquillée encore, martyrisée dans sa définition et son application, puisque tout peut exister, mais que rien ne peut prétendre à être reconnu. Embrasement soudain, lumière vive, pénétrante, l'univers est blanc, les bocaux aveuglants, insoutenables. Les yeux hurlent, se protègent au creux des mains, pas de larmes ou en poudre, plus un atome d'humidité aux parois de nos bulles de verre, plus rien des respirations dégoulinantes de l'autre temps, juste la brûlure de l'air qui entre et sort par habitude, par discipline des poumons lyophilisés. Le monde a toujours hurlé ainsi, une fournaise sans fin. Quelqu'un se souvient-il d'autre ciel que de flammes et d'éruptions du plasma des forces oppressées? Voir encore, voir toujours, entre les doigts croisés, serrés. Les étagères, toujours, les bocaux sans fin, dans lesquels les êtres, les autres, moi de paraffine ramollie, semblent s'éveiller de gestes lents, peut-être d'interrogations intérieures. Une éclosion de regards perdus, s'habituant à l'incandescence de l'éther. De petites faces bleuâtres se collent aux parois comme cherchant à se déchiffrer les unes les autres. Combien reconnaissent d'autres moi dans ces présences vitrifiées, inaccessibles, inabordables? Combien ont le sentiment d'être un moi si commun et pourtant si unique? Tous peut-être, tous sûrement, pourquoi en serait-il autrement? Tous sûrement. Pourtant, cette carapace de verre qui nous isole chacun de la peste des autres, cette carapace hermétique, exudée pourtant de notre propre chair, de notre propre peur, de notre propre méfiance, cette carapace inviolable, croit-on, n'est-elle pas notre organe souverain, l'organe ultime, abouti de la plus formidable mutation volontaire humaine? Là, l'individu, le moi, enfin protégé génétiquement, infailliblement, obligatoirement de l'influence de l'autre, enfin à l'abri des rencontres hasardeuses, des pollutions culturelles, des malaxages incontrôlés et incontrôlables, des germinations empiriques porteuses d'extravagances anarchiques.
L'esprit humain, enfin libéré de cette ébullition aventureuse de la vie primaire, primitive, pouvant se consacrer enfin à l'exclusive passion de soi, à l'unique recherche de son propre contentement, afin de servir mieux à l'abri des contestations stériles et erreurs mortelles de jugement, les guides éclairés, les spirituelles lumières vivantes qui ont su faire prendre à l'humanité, par la culture d'un individualisme sanctificateur, le chemin lumineux de la propreté morale. L'humanité a enfin trouvé sa voie, puisque nous voilà tous stérilisés, tous hors d'atteinte de la corruption, comme des sardines dans leur boîte. La grande aventure humaine enfin aboutit. La grande histoire de la matière a enfin trouvé son sens. L'ordre règne dans le monde des bocaux, les petits dans les grands dans les immenses, et pas un sans étiquette. Puisqu'on vous dit que l'ordre règne dans le monde des hommes à carapace de verre, désormais et à jamais. Attention, attention! Mais décidément, on a raté ma stérilisation. Mon bocal devait être dans un coin mal chauffé, mal irradié. Mais comment se fait-il que tous ces mots éclatent dans ma tête comme champignons après la pluie, alors que les seules sensations permises, possible et heureusement sont le repos quand il fait sombre, le plaisir du don de son énergie à l'heure des lumières et le contentement d'être soi à chaque instant. Devrais-je m'en ouvrir aux lumières des lumières lorsqu'elles passeront? Comprendrait-elle? Est-ce un défaut? Certainement. Est-ce réparable? Suis-je condamné, me montrant imparfait, à la chute au fond du précipice et à nourrir les rats? Ne plus penser. Voilà. Se forcer, se surveiller, attention de tous les instants. Surtout, ne pas penser, ne pas penser, ne pas penser, ne pas... Mais rien que cela, c'est une pensée. Quelle gageure. C'est impossible, je ne pourrai jamais... Chut. Tais-toi, cerveau malade, cœur pourri, je ne veux plus t'entendre. Respire et tais-toi. Respire et tais-toi. Voilà que je pense que je dois respirer maintenant. Je deviens fou ou quoi? Respirer, ça se fait tout seul, on n'y pense pas. Qu'est-ce que mon cerveau a à se mêler de ça? Pour ne pas penser à autre chose? Occuper le terrain? Non, ne pas tout mélanger. Respirer d'un côté, ne pas penser de l'autre. Surtout pas d'interférence. Et si tout d'un coup, ne plus penser à respirer me faisait oublier de respirer? J'aurais la faim. Bon, ne plus penser comme si de rien n'était. Ne plus faire attention à rien. Voir, d'accord, mais pas observer. Observer, c'est penser sa vision. Le pas est franchi. Le verre est dans le fruit. Non. D'accord, j'ai des yeux. On a tous des yeux. Les yeux, ça voit, mais ça s'arrête là. Les choses sont là, les choses se passent. Je les vois, mais elles ne me regardent pas. Réfléchir, mais comme un miroir. Ne pas se laisser souiller par les images. Pas de traces, pas de souvenirs, pas d'émotions. Propre. Rester propre. Analyser, c'est se salir à la boue du monde. Arrête de penser. Arrête ces mots, ces idées noyées au cœur même de tes neurones. Ferme-leur la route des synapses. Ils scintillent dans ton regard. Ton front est perlé d'une sueur louche. Même avec la bouche bâillonnée de tes mains crispées, ça commence à sourdre de ton bocal, comme un murmure abject, insidieux. Arrête de penser, arrête. Tu signes par ce silence tellement éloquent ton arrêt de mort. Arrête, petit. Arrête toute activité mentale. Sois vide et dans l'unique préoccupation du don de ton énergie, puisque tu es là pour ça, puisque nous sommes tous là que pour cela. Énergie. Don de ton énergie. Malgré mes essais de ne plus penser à rien, ces mots aussi m'envahissent. Je sais que je suis mis à contribution, que c'est récurrent, que je donne, qu'on me prend quelque chose de moi, que ça me laisse une sensation de vide, d'évanouissement. C'est le mot préoccupation qui me déclenche ce sentiment de devoir donner de mon intégrité, de l'énergie, de mon énergie. Arrête, ne pense plus, ne cherche plus. Qu'as-tu désormais à ouvrir ton cerveau au courant d'air des interrogations irrésolubles?
de toi, bouche les écoutilles, noie-toi juste dans la vision indécryptée du monde, aux alignements des étagères. Là, à droite, dans un bocal semblable à tous les autres, un être humain, femelle apparemment, avec son numéro sur une étiquette. Et puis ça alors, en plus du numéro, unique, seule habilité à distinguer les uns des autres, elle exhibe une différence, une incongruité, un défaut choquant, une extravagance extraordinaire qui dérange, qui heurte le regard, une anomalie, un trouble évident, scandaleux à l'harmonie planifiée. Mais comment un être humain, un sujet numéroté, vocalisé, peut-il s'afficher comme cela, hors norme, à la vision du monde? Alors rien senti, c'est inconscient, ça lui aura poussé malgré elle, comme moi, ses pensées, ces hordes de mots qui me germent sans que je les puisse retenir, les tuer dans l'œuf. Ça lui sera venu dans l'ombre, par un défaut aussi d'asepsie, de stérilisation. Quelque part, dans la prodigieuse et complexe organisation de la machinerie que nous avons tous voulu, que nous alimentons tous du don de notre énergie, un grain de sable se sera glissé. Une poussière maligne aura échappé à la vigilance bienveillante et impitoyable de nos lumières, de nos très éclairés guides spirituels. Un déréglage incompréhensible affecte certainement la bonne et seule concevable marche des choses. Et nous sommes, elle et moi et d'autres peut-être, victimes innocentes, irresponsables de cette émergence d'anomalie. Moi avec mes échappées de mots, les autres en bas jetés aux bêtes pour je ne sais quelle monstruosité. Et elle, qui s'offre, qui s'étale, qui s'exhibe impudemment, mais innocemment, c'est certain, au regard du monde, lumineuse, belle, oui, belle et légère, parée de deux paires irisées, frissonnantes, ravissantes, d'ailes de libellule. Deux paires d'ailes dont la tiédeur transparente et palpitante se rit de l'épaisseur du bocal et irrite les X dimensions de l'univers de flamèches multicolores. Elle ne sait pas, elle ne peut pas se savoir, elle n'accepterait pas de se savoir atteinte, frappée d'une si aveuglante dégénérescence. Son visage calme dit à sec qu'elle n'est pas consciente de nous infliger le spectacle d'une telle infirmité. Mais comment pourrait-il en être autrement, dans ce monde en perfectionnement intensif, où chaque sujet sait d'instinct et par programmation raisonnée, une bonne fois pour toutes et à jamais, qu'en rien, absolument rien, on ne doit, on ne peut se montrer différent. Que rien d'intime, de personnel ne doit jamais sortir du corps et du bocal, sauf l'énergie qu'on donne pour que tourne bien le monde. Seul le numéro ineffaçable, indélébile, recèle le secret de l'identité et le classement du sujet dans l'organisation globale. La distinction, le désir de distinction, crime suprême, impardonnable contre l'essence même de la civilisation et du chemin abouti et parfait de la vie. Et pourtant, voilà que l'humaine, échauffée au rayon des lumières crues, délie lentement ses bras plié qui cachait sa poitrine, les élève par-dessus ses épaules dans l'avalanche d'une chevelure elle aussi apparue dans la nuit. Les mains fines, aux doigts écartés, se vautrent à la soie légère des ailes vaporeuses. Elle renverse doucement sa tête en arrière et suit d'un regard chaviré de douceur et de plaisir la danse envoûtante de ses doigts au voile vivant et tellement sensible de ses ailes miraculeuses. Tout son être ne semble plus qu'une longue et chaude ondulation de bonheur. Je suis figé d'effroi. Comment, au sein de cet univers si contrôlé, si formaté, si perfectionné, si réfléchi, une telle abomination a pu se produire? Une telle catastrophe atteindre jusqu'à la folie des sens un être pur et innocent? Je scrute dans les autres bocaux, les autres moi, mais en tout cas, pour ceux accessibles à mon regard, que j'essaye d'énuer de toute curiosité, je ne remarque aucune espèce de questionnement, d'étonnement. À moins qu'ils trichent comme moi et dissimulent quelques sentiments confus derrière un regard huîtreux,
Je me rassure en pensant que tous sont bien stérilisés comme il faut, qu'ils ne sont atteints d'aucune souillure morale et que bien en camisolés dans l'abandon inconditionnel au grand tout, ils ne cherchent, eux, les bien protégés, les réussis, les parfaits, les sainement isolés, les vocalisés sans défaut, les décuriosifiés, les vrais innocents. Ils ne cherchent, eux, ni à sentir le monde, ni à le comprendre, ni à le juger, ni même à le voir, tant ils sont recentrés sur leur seule mission, notre seule mission, notre unique raison d'être, sécréter et offrir de l'énergie pure dans le douillet et protecteur isolement de son bocal pour alimenter, gras et chaud, les rouages du céleste engrenage. Je semble le seul donc à porter de ma vue à connaître la malédiction qui frappe ma voisine. Si, comme moi, j'essaye de faire taire mes pensées, elle pouvait dissimuler un peu ces excroissances iconoclastes, les ternir, les opacifier, les maquiller couleur de paraffine. Elle pourrait cacher son malheur jusqu'à ce qu'il disparaisse de lui-même au cours d'une de ces violentes tempêtes quantiques qui nettoient parfois jusqu'à l'os le cours désormais balisé et planifié de la vie. Il faudrait, mais on ne peut prévoir, que notre étagère ne soit pas visitée tout de suite par les maîtres des Lumières. Il faudrait, peut-on l'espérer, qu'à la prochaine visite, qu'à la prochaine cueillette des énergies, elle ait perdu ses ailes impardonnables, que ce soit tari en moi ces sources pernicieuses et douloureuses des pensées, que ces accidents de stérilisation, que ces subites fièvres, que ces mijotations malsaines et incontrôlées se soient éteints d'eux-mêmes, comme ces épidémies au temps barbare du monde qui s'essoufflaient en quelques heures après avoir décimé les peuples et laissé à la glaise gourmande des monceaux de cadavres. Oh oui, oui, quand ils viendront, puisqu'on est là pour ça, puisqu'ils sont là pour ça, quand ils viendront recueillir doctement notre offrande de pure énergie qu'ils trouvent pour les servir des êtres irréprochables, débarrassés de toute souillure, de tout avatar de prolifération sournoise, des sujets absolument non identifiables que par le numéro sur l'étiquette, sans aucune particularité ni indice quelconque de différenciation, dans la grande paix des bocaux. Car, oui, qu'on se le dise, pour la première fois depuis les balbutiements de la grande touillure chimique de la vie, oui, la paix règne dans la rectitude et l'insondable silence des alignements géométriques et imperturbables des étagères. Et l'on sent bien, à l'abri douillet et protecteur de notre bocal, que cet admirable et parfait agencement de notre civilisation, dans sa phase ultime, ressemble à s'y méprendre au plan enfin abouti et réalisé de Dieu lui-même et en personne et de toute éternité, la Jérusalem céleste, où chacun, fondu, perdu dans l'innombrable théorie des êtres purifiés, n'aura pour seule volonté et pour seul but que de participer uniquement et intégralement à l'infini et aveuglant rayonnement divin. Embrasement très prochain, c'est palpable, mais qui ne saurait big-banger dans la boue, hélas encore présente des singularités, des particularités et des accidents de pasteurisation. À l'instant même où l'on n'aura plus à précipiter à la goinfrerie des rats aucun bocal purulent, souillé ne serait-ce que d'un rêve incontrôlé, échappé au bouillonnement anarchique d'une cellule viciée, quand les rongeurs affamés et privés de toute nourriture pour cause de perfection de la race humaine se seront entre-dévorés jusqu'au dernier, et que la charogne de celui-ci se sera sublimée au rayon purificateur des machines ionisantes des maîtres des Lumières, alors le triomphe du grand architecte explosera jusqu'au-delà des frontières du monde. Il n'y aura plus d'avant, il n'y aura plus d'après. Rien n'aura jamais existé que lui. Parmi les rangs de Beaucoffroy, 2 au moins contaminés à ma connaissance. Le mien donc, puisque j'ai la connaissance, et celui de elle, avec ses protubérances soyeuses qu'elle caresse avec de manifestes signes de jouissance. Consciente, donc complice de sa monstrueuse différenciation, et d'autres ailleurs que je ne vois pas, mais d'autres puisque les rats sont toujours approvisionnés en bocaux putrides qu'on précipite impitoyablement, méthodiquement, à leur hygiénique voracité. Pétrifiée, je la regarde, elle, caressant son corps
ses seins, son ventre de ses ailes ondoyantes. Et voilà, soudain, confond, là-bas, planant dans l'éther, verticaux et raides comme deux i ectoplasmiques, d'un suaire sombre, errant dans les travées et tirant derrière eux comme un cordon ombilical démesuré, deux cueilleurs d'énergie s'apprêtent à vendanger notre lignée de bocaux. Mais pourquoi la mienne, justement? Pourquoi la nôtre, parmi l'infini des lignes parallèles? Mon cœur sursaute et glapit de trouille. Mais il faut se calmer, se figer, prendre l'air de n'avoir l'air de rien, se bougifier comme les autres, tous les autres, se vider de toute apparence suspecte, et vite, avant qu'il n'arrive. De mon regard, j'essaye d'accrocher le regard de elle, de l'alerter, et un court instant, nos yeux se baignent au miroitement de ceux de l'autre. Je tends le cou pour lui désigner au loin les vendangeurs, mais juste elle sourit, à moi, à elle, et jetant la tête en arrière, reprend ses cagélations, emplissant entièrement son bocal de l'étirement de ses membres si fins, de l'ondulation moutonnante de ses cheveux, du vibrionnement aérien de ses ailes. Lentement, mais inexorablement, la vendange avance. Le rite simple, immuable, efficace, professionnel. Le premier ectoplasme fouille du regard l'intérieur des bocaux, un à un, prenant son temps. Si le sujet extatique lui paraît à point, béat, égorgé à souhait, bouffi en crevé d'une intériorité scrupuleuse, longuement myélisé à l'attentive et exclusive adoration de son propre nombril, l'ectoplasme sélecteur le désigne à son père, l'ectoplasme vendangeur, qui au travers d'une fine membrane ménagée dans le couvercle, introduit dans le bocal l'embout d'or pur en forme d'écuille du cordon ombilical. D'un geste précis, la fine canule de métal précieux se glisse au centre du nombril et le pénètre profondément, creusant un cratère obscène dans ce ventre gonflé. Une succion vorace, goulue, aspire le trésor d'énergie qui s'écoule par saccades grasses et tièdes dans les ondoiements protecteurs de l'interminable boyau rosâtre qui l'achemine, pur et intact, dans les hautes sphères lumineuses et rayonnantes du monde. Le sujet visité, la face illuminée du bonheur d'être à point, d'être choisi pour offrir de sa précieuse et unique et riche et pure essence égocentrique, s'abandonne à la succion de la prodigieuse machinerie de la civilisation aboutie dans un sentiment de plénitude fusionnelle. Les yeux révulsés, aveuglés d'un éblouissant vertige intérieur, le sujet se dégonfle peu à peu jusqu'à ne présenter plus que l'aspect triste d'une vessie percée, vidée, aplatie, molle, flasque au fond du bocal. La canule d'or se désabouche précautionneusement, veillant à ne pas blesser un sujet si abondamment nectarifère, se retire enfin du bocal cocon où un être à consistance de bougie molle, inconscient du temps et de l'espace et de son appartenance à une espèce étrange dans l'immense aventure de la vie, se remettra peu à peu, à force de concentration et de repli sur soi, à transmuter au sein de ses entrailles son abyssale et bienheureuse vacuité morale en de grasses réserves d'énergie universelle. Bocal après bocal, la vendange avance, se rapproche. Je ne puis plus bouger, faire un signe, je serai vu, ce serait ma fin, cette chute redoutée dans la ratitude des culs de basse-faute. Elle, inconsciente ou pas, je ne sais, s'abandonne toujours délictueusement aux caresses délictueuses et dangereusement provocatrices de ses ailes incongrues. Me serait-il moins bien tenu, moins surveillé, moins ordonné, moins purifié, un tant soit peu enraciné encore aux errances bouillonnantes de ses origines, le monde s'embraserait à ce spectacle-là dans des feux infernaux. Je ferme les yeux, très fort, très serré, comme pour arrêter le cours des choses. Le temps de donner au temps de elle, le temps de glisser dans l'état de pureté qui doit traîner par là dans un repli de dimension hasardeuse, juste coincé par une panne de confiance, de certitude dans la justesse de l'organisation choisie une fois pour toutes et pour le meilleur des mondes. Juste laisser glisser son temps à elle et retenir un instant dans l'immobilité la marche des vendangeurs. Mais comment garder aveugle mon regard ému quand je ne suis plus béni des grâces de l'innocent?
Comment garder les paupières suturées quand j'acquiers impuissant à m'en défendre la prémonition du pire et de l'inéluctable? L'évidence de mon destin m'illumine soudain. C'est comme l'aboutissement d'une germination sauvage, irrésistible. C'est plus fort que ma lâcheté protectrice. Il me faut assister à l'horreur de la réalité, de la vérité, être témoin du crime qui va se commettre. Ne pas voir, ne pas regarder, serait un crime plus grand encore que le leur. Je sais maintenant l'atrocité de leur monde, de leur ordre des choses, l'infamie de notre aveuglement, de notre repli égocentrique. Je sais. Mon corps, mon cœur, mon esprit se sont ouverts à l'évidence. C'en est fini de l'insouciance, de l'ignorance. Je sais, et j'en payerai le prix, mais j'aurais vu, j'aurais regardé en face l'acte barbare, criminel, impardonnable. Et ils auront lu la condamnation dans la haine de mon regard. Les yeux ouverts donc, écarquillés, mais sans crainte désormais. Juste l'envahissement, l'imprégnation de tout mon être d'une rage désespérément impuissante, d'un besoin vital de renier, de refuser, de me refuser. De loin ils ont vu. Peut-être omniscient se doutait-il de quelque chose. Le glissement des ectoplasmes dans l'éther a été soudain, fulgurant. Deux faces blêmes, rigoureuses, scrutent la mutation indécente, provocatrice de la femme libérée. Elle ne s'effarouche pas sous l'assaut des regards inquisiteurs. Elle sourit davantage, jouant de ses ailes comme d'une harpe. Quelques notes pointues, scintillantes, tentent timidement de traverser le verre de son bocal. L'univers semble frémir insensiblement, j'en jurerais, à l'âme vive de ce diapason cristallin. Un instant infime, le silence de plomb qui écrase toute chose de sa masse depuis des temps et des temps semble céder le pas. Je sens, et les autres aussi peut-être, qu'un soleil de musique rayonnante se tient là, derrière la chape sourde, prêt à s'infiltrer de toute sa chaleur, de toute sa vie, de toute sa puissance par la moindre brèche ouverte. Que quelques bocaux volent en éclats à la piqûre d'une note encore plus vive, que quelques bougies molles s'éveillent et surprises émettent ne serait-ce qu'un piaillement étonné et s'en serait fini de la congélation crapuleuse du monde. On se retrouverait, tous autant qu'on est, dans un brouhaha assourdissant, rutilant, gai, clinquant, tissé n'importe comment, anarchiquement, fraternellement, librement, de tous les éclats de mots, les éclats de rire, les éclats d'amour, les éclats de vie. Les mains, gantées de latex chirurgical, ont déjà ouvert le bocal de elle, ont saisi l'être difforme, monstrueux à leurs yeux, arraché d'un geste sec, mécanique, et dans un craquement muet, insupportable, les ailes irisées, ont broyé le corps, repoussé tout cela en bouillie au fond du flacon, refermé hermétiquement celui-ci avant de le jeter vivement au pullulement infect des charognards. Mes yeux ont hurlé, mes poings rebondis, furieux, impuissants, au verre génétique de ma prison. Alors, la main gigantesque, sanglante encore de son intervention prophylactique, sans haine, sans état d'âme, professionnellement, d'une pichonnette machinale, légère, presque désinvolte, envoie valser mon sort au fond du monde. Je n'ai que le temps de voir monter à moi, dans un tourbillon vertigineux, la grouillitude que je redoutais tant, les yeux enflammés et rieurs, les dents rouges, baveuses, écumantes, de la perfection en passe d'aboutir. Possible qu'on se forge. Voilà. Jour après jour, cette vision, j'ai écrit ça il y a plus de 10 ans, je pense que jour après jour, ma vision se cristallise comme ça,
ça fait peur et c'est triste, et c'est dur. Et bon, c'est parce qu'on dit les choses qu'après, peut-être on peut les bouger un peu. C'est d'ailleurs le sens de cette librairie qui propose des pensées, des regards, des mots qui essayent de bousculer un peu ces évidences qui, j'espère, ne sont qu'un cauchemar.